Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre quantique. Rencontre aujourd'hui qui a pour titre Les atomes neutres et l'ordinateur quantique. Mon nom est Justin Lefebvre, je suis là pour animer la rencontre, donc ici responsable du projet Curieux Quantique à l'Université de Sherbrooke. Et avec moi aujourd'hui pour discuter donc de ces atomes neutres ou atomes froids, on va voir c'est quoi la différence ou pourquoi on les appelle un ou l'autre. Victor Drouin-Touchette, coordonnateur de recherche à l'Institut quantique et formateur junior donc chez Pascal, la compagnie justement d'atomes neutres ou d'ordinateurs quantiques basés sur les atomes neutres. Bonjour Victor, comment ça va? Bonjour Justin, ça va très bien. Merci, très heureux d'être ici aujourd'hui. Bon, excellent. Bon, là, je viens de te donner 2 titres. Est-ce que tu peux nous expliquer donc un peu qu'est-ce que c'est ton rôle ou pourquoi est-ce que justement on t'a invité ici aujourd'hui pour discuter des atomes neutres? Eh bien, la compagnie Pascal, en fait, est derrière l'installation de mon rôle à la fois à Pascal et à l'Université de Sherbrooke. En fait, Pascal, c'est une compagnie, c'est une start-up de France, de Paris, et a décidé d'implémenter son nouveau groupe ici à Sherbrooke. Puis dans cette veine-là, il y a un nouveau projet de recherche qui s'est créé à l'Université de Sherbrooke sous Yves Bérubé-Lausière, professeur au département de génie électrique et génie informatique. Et alors moi, je travaille à la fois en tant que coordonnateur de recherche, donc je développe le projet de recherche avec Yves à long terme là, pour développer les demandes de subventions, mais aussi la recherche fondamentale qui se fait là-dessus sur le projet dont je vais parler bientôt. Oui. Mais aussi, en partie de ça, je suis formateur junior chez Pascal, ce qui veut dire que je fais beaucoup d'événements qui ressemblent un peu à ça, des hackathons, des conférences pour divulguer un peu la science et ce que Pascal fait, la philosophie de Pascal, qu'est-ce que l'ordinateur quantique à atomes neutres fait. Et aussi, de façon plus technique, là, de développer, disons, des tutoriels sur comment bien utiliser la plateforme Pascal pour différents algorithmes. OK, excellent. Donc, on va revenir sur tous ces sujets-là dans la prochaine heure. Maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est ton parcours? Donc, de quel domaine est-ce que tu viens? Puis, qu'est-ce qui t'a amené justement tranquillement vers l'informatique quantique? Et, évidemment, comme on disait, on reviendra sur le système en tant que tel là, à atomes neutres. Exact. Bien, en fait, je viens de Montréal, initialement, au Québec. J'ai passé les 7 dernières années de ma vie au New Jersey, aux États-Unis, où j'ai fait mon doctorat en matière condensée théorique. Donc, j'ai principalement étudié ce qu'on appelle les systèmes fortement corrélés, les systèmes de spin, donc les supraconducteurs, la superfluidité, les matériaux avec des phénomènes quantiques assez étranges. J'ai beaucoup travaillé sur le développement de théories et de modèles de calcul pour ces matériaux-là. Puis, vers la fin, j'ai trouvé que l'informatique quantique m'appelait, ou en fait, je te dirais plus fondamentalement, c'est que le Québec m'appelait de retour. Et donc, j'ai passé la dernière année à faire une transition, pas si smooth que ça, assez abrupte, pour développer en fait des compétences en informatique quantique analogique, qui est la technologie que Pascal utilise. Et donc, j'ai passé toute l'année précédente à développer ces compétences-là en informatique quantique analogique pour finalement venir essayer de trouver un emploi. Puis, heureusement pour moi, Pascal était là et a réussi à créer ce projet de recherche-là pour m'implanter ici. OK, parce que là, ce que tu dis, c'est que, dans le fond, tu as un background expérimental, donc on est vraiment du côté... Théorique. Non, OK, théorique, Théorique, mais oui. du côté matériaux. Oui, donc, exactement. Tu étais vraiment du côté matériaux, avec tout ce que tu nous disais de supraconducteurs et les autres aspects des matériaux quantiques. Et là, dans le fond, c'est ça l'idée, c'est que tu t'es tranquillement en allé de matériaux vers informatique quantique. Exactement. Et là, ta dernière année, ça a été de comprendre... Ouais. Tout ça. Donc, ce que tu nous dis, c'est que c'était pas nécessairement si facile que ça ou si évident que ça. Qu'est-ce que c'était le défi de passer donc de matériaux à informatique quantique? Le défi, c'est la littérature. Le défi, c'est le nouveau langage d'un domaine adjacent, mais pas entièrement connexe au tien. Donc, de se replonger dans un domaine entier du début et de lire les livres, les articles fondamentaux, toute la littérature pour se remettre à niveau sur un autre domaine connexe. Donc, il y a une difficulté. Bon, c'est pas aussi difficile que de partir à zéro sans compétences quantiques, mais il y a quand même une difficulté de réapprendre un nouveau langage, réapprendre des nouvelles problématiques, de comprendre quels sont les problèmes que ce domaine-là trouve intéressants, qui ne sont pas les mêmes problèmes que les matériaux quantiques. Puis,
qu'est-ce qu'il y a de similaire? Donc, s'il y a des éléments qui sont plus faciles, j'imagine qu'il y a des bouts de matière que tu connaissais déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu as importé vers l'info quantique? Ben, un des exemples que je trouve qui est assez flagrant, par exemple, avec la plateforme de Pascal, c'est qu'en fait, c'est une plateforme qui est excessivement bonne pour faire la simulation de systèmes quantiques. Et donc, les systèmes quantiques sur lesquels je travaillais durant mon doctorat sont facilement simulables sur la machine de Pascal. Et donc, les compétences, les connaissances que j'avais que j'avais développées durant mon doctorat, comme se transféraient assez bien à la plateforme. Il fallait juste que je comprenne une nouvelle façon de les approcher. Okay. Il y avait quand même un beau lien entre les deux, juste une nouvelle comme perspective, un nouveau faisceau. Nouvelle perspective, puis dans le fond, ça me fait penser, est-ce que ça n'aurait pas été plus facile d'aller du côté hardware que d'aller du côté, justement, software de l'info quantique, comme tu venais des matériaux? Bien, le côté hardware, en fait, c'est que je venais des matériaux, mais je venais des matériaux avec un niveau d'abstraction à 3 niveaux. C'est-à-dire que, oui, à la fin, j'ai une motivation qui était basée sur les matériaux, mais je n'étais pas quelqu'un qui avait une connaissance approfondie de la fabrication et du contrôle des matériaux. Donc, à la fin, ma plus grande force en tant que travailleur, que chercheur, c'est de développer des modèles numériques et des algorithmes pour attaquer des problèmes complexes. Alors, c'est ça vraiment là, que j'ai réussi à transporter de domaine en domaine pour ramener ici cette capacité-là d'attaquer des problèmes complexes avec des nouveaux algorithmes, qui est un peu ce qu'on fait. Excellent. Puis, peux-tu nous parler, donc, on a nommé Pascal quelques fois, Oui. Tu nous as dit que c'était une start-up, mais bon, c'est une start-up quand même... Quand même plus grosse, oui. Quand même avec une bonne envergure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise donc, qui est née en France? Qui est née en France dans les laboratoires d'Antoine Broweys et Thierry Lahaye, qui sont 2 professeurs à l'Institut d'optique de Paris, qui en fait, si on recule encore plus loin, ce laboratoire-là a sa genèse dans les recherches d'Alain Aspect, qui, je pense, vient visiter ici l'Université de Sherbrooke la semaine prochaine. Donc, Alain Aspect, qui est maintenant prix Nobel, oui, donc de physique. De physique en 2022, pour ses recherches sur l'intrication quantique et l'optique quantique. Et donc, Alain Aspect qui vient ici la semaine prochaine pour recevoir un doctorat honoris causa. Et donc, la recherche d'Alain Aspect dans son laboratoire a mené à la recherche éventuellement de Thierry Lahaye et d'Antoine Broweys, qui éventuellement ont décidé de démarrer cette start-up-là en 2018, je pense, qui est maintenant environ 200-220 employés dans le monde. Les principaux bureaux sont à Paris, évidemment. Le siège social est à Paris. Mais beaucoup aussi à Amsterdam, après l'acquisition d'une start-up d'Amsterdam, à Londres et à Sherbrooke, depuis près d'un an et demi, je pense, qui grandit quand même assez vite à Sherbrooke. OK, excellent. Puis, peux-tu me dire, donc, Pascal, c'est une compagnie qui fabrique un ordinateur quantique, donc basé sur les atomes froids. Encore là, on va revenir à la techno un peu plus tard. Est-ce que c'est une compagnie uniquement intéressée par le hardware ou est-ce que ça va plus haut dans le fameux stack de l'ordinateur quantique? Pascal se décrit comme une compagnie full stack. C'est-à-dire qu'à la fois dans le développement du hardware et le développement du software pour l'utiliser, de nouveaux algorithmes, mais aussi d'applications elles-mêmes qui utilisent les algorithmes, qui utilisent le hardware. Donc, littéralement, comme tu dis, le full stack. Ça, c'est venu principalement avec l'acquisition de ces autres compagnies-là. Ouais. OK, excellent. Puis, bon, ben, allons-y, plongeons. Qu'est-ce que c'est un atome froid ou un atome neutre? Je pense qu'on peut utiliser les 2 mots interchangeables ici, atome froid et atome neutre. Les atomes dans nos processeurs quantiques sont à la fois froids et neutres. Donc, tout va bien jusque-là. Tout va bien, okay. Ce sont utilisés les 2. Plus principalement, en fait, je pense que l'atome neutre, c'est pour se différencier des autres technologies qui utilisent les atomes non neutres, qu'on appelle les ions piégés. Donc, c'est des atomes pour lesquels on a enlevé un électron et qui ont maintenant une charge positive, et qu'on peut utiliser en fait les interactions coulombiennes, les interactions de charge, pour manifester les interactions quantiques. Nous, on ne fait pas ça. Okay. On utilise un atome neutre. Et donc, qu'est-ce que sont que les atomes neutres? Bon, la réalité, c'est que les atomes qu'on utilise, ce sont des atomes qui se comportent un peu comme l'hydrogène. Okay? Ce sont c'est le rubidium qu'on appelle. C'est un atome qui est un peu comme un gros hydrogène. Okay? Par ça, ce que je veux dire, c'est qu'il a un électron dans une couche très, très loin du noyau, et on peut jouer très bien avec cet électron-là. Donc, c'est ça qu'on utilise. On maintient l'atome neutre, c'est-à-dire qu'il y a toujours tous ces électrons avec lui, mais on peut changer le niveau d'énergie
du dernier électron. Donc, si je me rappelle bien, le rubidium est dans la colonne complètement à gauche du tableau périodique, Exactement. dans les alcalins, comme l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que tu nous dis que c'est dans la même catégorie d'atomes. Ouais. Un seul atome, un seul électron sur sa dernière couche électronique. Exactement. OK. Ouais. Et là, tu nous disais, les ions piégés, on va avoir aussi un seul électron dans notre dernière couche électronique, mais on va piéger notre atome avec un champ magnétique. Et on va enlever l'électron. On va enlever un électron, effectivement, puis on jouera avec ce qui reste derrière. C'est ça. Comment est-ce que vous faites pour trapper vos atomes neutres si vous avez un atome donc, qui est neutre, qui ne peut pas être piégé dans un champ magnétique? Bien, en fait, ce qu'on utilise, c'est ce qui s'appelle des pinces optiques, qui est, je pense, aussi mené à un prix Nobel en 2018 ou quelque chose avec Donna Strickland et autres. En fait, l'idée des pinces optiques, c'est qu'on utilise certains faisceaux laser qui sont bien concentrés pour créer un gradient, ou comme une pression de champ électrique sur nos atomes. Puis en fait, ce qu'on utilise, c'est la polarisation des atomes. Donc cet atome neutre peut se polariser en réponse à ces champs électriques-là. Et éventuellement, les champs électriques, étant donné qu'ils sont comme non constants en espace, viennent créer un endroit où l'atome veut se placer parce que si on se tasse un petit peu à gauche, on a une force vers la droite, et si on va un petit peu vers la droite, on a une force vers la gauche, et on reste piégé dans ce puits quantique-là. Ce qui est très bien avec la technologie comme ça, qui a été développée au fil de nombreuses années, c'est qu'on peut contrôler la résolution de ce puits-là super bien. On a une résolution d'à peu près 1 micromètre, c'est 1 million de mètres, 1 millionième de mètre. Et on peut s'assurer qu'il y a exactement un atome dans un piège. Pas 2, pas 0, toujours un atome. Alors ça, c'est hyper important. On est capable de prendre nos atomes neutres, de les piéger et ensuite de les refroidir. Et c'est là que ça devienne des atomes neutres et froid. Et froid. Donc, de là. Oui. Mais on n'entend jamais atome neutre et froid. Ils sont soit neutres, soit froids quand on en parle. Oui. Et on dit souvent atome neutre, tout simplement, parce qu'en fait, c'est qu'on sous-entend qu'il faut absolument les refroidir. Comme tout ordi quantique, il faut refroidir le tout à son niveau le plus fondamental pour pouvoir faire nos calculs quantiques. OK, mais là, ça, c'est une bonne question. Dans le fond, tu m'amènes sur ce terrain-là. Souvent, quand on parle d'ordinateur quantique, on parle de frigo à dilution. On pense au qubit supraconducteur, par exemple, ou d'autres technologies qui demandent un froid extrême pour être capable d'opérer. Là, tu nous as parlé d'ions piégés, mais là, en même temps, la technologie de Pascal, c'est les atomes neutres. Oui. Est-ce que vous avez des frigos dans lesquels ça opère ou de quelle manière est-ce que vous êtes capable de créer ce froid-là? Parce que l'atome, il est froid. Ouais. Mais dans quel environnement est-ce qu'il se trouve? Il se retrouve dans un environnement, je pense que la première génération des machines de Pascal, c'est un environnement, peut-être pas à température pièce, mais pas à température cryogénique comme l'équivalent des supraconducteurs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il se retrouve à une température qui est réfrigérée, mais près du 0 Kelvin, mais disons peut-être à 1 ou 2 Kelvin. Je pense que c'est ça la première génération de Pascal. Ce qu'on fait le plus, c'est qu'on utilise un autre set de lasers. Donc, ça va être un thème récurrent. On utilise beaucoup de lasers pour contrôler nos atomes. Donc, ça repose beaucoup sur les effets entre la lumière et la matière, entre les lasers et nos atomes. Alors, on peut utiliser la lumière pour refroidir nos atomes eux-mêmes lorsqu'ils sont piégés dans les trappes. Ça utilise comme l'effet Doppler quantique, des méthodes comme ça pour refroidir jusqu'à des températures qui sont extrêmement basses pour les atomes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vibrent extrêmement peu, ils sont pris dans leur piège. Mais le système overall est maintenu à quelques Kelvin, et je pense qu'en général, pour améliorer la capacité et la fidélité de nos ordinateurs quantiques, il faut encore réfrigérer même le setup lui-même. Oui. Donc, ça, je pense que c'est des choses qui sont en processus. Mais donc, on parle d'une table optique où est-ce qu'il va y avoir un paquet de lasers? Parce que dans le fond, si on parle de laser et de manipulation, que ce soit pour refroidir ou pour mettre en place des pinces optiques, donc on parle d'une table optique. Ouais. Donc, en grosseur, ça ressemble à quoi, ça, une table optique? Je pense que l'ordinateur de Pascal, tel qu'il est vendu en ce moment, fait environ 5 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Donc, c'est quand même une grosse boîte. Là. Okay. Moi, je pense toujours à les fameux ENIAC des années 60. On est un peu comme dans les ENIAC, les grosses boîtes où il y a beaucoup de contrôleurs de tous ces éléments d'optique-là et d'électronique. Et à l'intérieur, il va être évidemment, comme tu dis, une table optique qui doit mesurer environ, 2 mètres par 2 mètres peut-être, la table optique. L'espace lui-même où le procédé quantique se fait, où nos atomes se passent, c'est une toute petite chambre de quelques centimètres par quelques centimètres qui est maintenue à un vide extrême.
Ouais. C'est ça qu'on a beaucoup besoin. C'est un vide extrême. Vide extrême, et c'est l'espace qui est froid, donc, parce que toute cette boîte-là de 2 mètres par 3 mètres par 3 mètres se trouve dans une pièce régulière. C'est ce que Très je comprends. régulière, oui. OK. Ouais. Et donc, il y a certains éléments du montage qui, eux, vont être froids, mais Ouais. pas de frigo à dilution, pas Non. d'hélium dans ce cas-ci. Non. Donc, on est vraiment avec les lasers. Et là, vous avez vos atomes de rubidium et vous les refroidissez avec des lasers. Donc, la première étape, c'est ce que je comprends, c'est que vous refroidissez ces atomes-là avec des lasers par effet Doppler quantique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc, comment est-ce que vous partez donc d'atomes pour dire, OK, on va les refroidir, mais un à un, ces atomes-là, pour les avoir très froids? Ben, en fait, c'est une série de procédures qui sont toutes aussi... Chaque procédure est aussi, à mon avis, fabuleuse et magique que les autres. Donc, le produit final, à la fin, pour commencer nos procédés quantiques, c'est d'avoir trappé, d'avoir piégé nos atomes à des positions distinctes. Mais pour se rendre là, il y a plusieurs étapes de contrôle, comme tu dis, de refroidissement, mais aussi d'amener un nuage de gaz de rubidium pris dans un espace bien confiné, où ensuite on active nos pièges. Donc, c'est un peu comme si on avait la capacité de prendre un nuage, de l'amener dans une pièce et de dire « OK, on piège des parties de nuage dans ces endroits-là bien spécifiques. » Une fois que ça c'est fait, on peut agir avec un autre laser qui, comme tu me l'as demandé, en fait, qui agit avec l'effet Doppler quantique, c'est-à-dire qu'on utilise un laser qui est un peu hors résonance des niveaux d'énergie de l'atome. OK. Et ce que ça fait, en fait, c'est que l'atome va parfois absorber un photon, et quand on absorbe un photon, sa vitesse va réduire, et éventuellement, il va réémettre le photon. Il va réémettre le photon dans une direction complètement aléatoire, comparé à où il était au début. Par contre, il a absorbé le photon dans une direction très directe. Ce que ça fait éventuellement, quand on utilise un laser comme ça sur tous les atomes en même temps, c'est que chaque atome absorbe, réémet, et ce faisant, perd la vitesse et se concentre où il est. Donc, c'est parce que les atomes vont vers le laser. Dans le fond, il y a entre guillemets, Ouais, cette collision-là un peu. qui les refroidit en réémettant après ça dans toutes les directions. Donc, c'est pas comme si on donnait de l'énergie au système. En fait, ça permet d'enlever de l'énergie à chacun des atomes individuels. Exactement. Ouais. OK. C'est comme si on donnait un peu d'énergie, mais on en reçoit un peu plus. Oui. Puis on en reçoit toujours un peu plus, puis plus on fait ce procédé-là, plus les atomes perdent de leur énergie de vibration, plus ils se retrouvent exactement pris au milieu de ces trappes-là, avec le moins d'énergie cinétique possible. Oui. Et là, donc, on a nos atomes froids, Exactement. manipulés ensuite de ça avec des pinces quantiques Ouais. pour fabriquer donc une matrice d'atomes. C'est ce que je comprends? Ouais. OK. J'ai vu des images. Vous êtes capable de faire plein de formes possibles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Ben, en fait, on peut faire je pense qu'à long terme, on va faire des formes même en 3 dimensions. Donc, je pense qu'il y a un des articles où il y a une tour Eiffel d'atomes. Donc, c'est en fait, disons, tu discrétises la tour Eiffel, tu mets des petits puits à plein d'endroits dans la tour Eiffel. Les puits se remplissent des petits atomes et tu prends une image. Et là, on s'entend que c'est une tour Eiffel miniature. Là. Oui, Tu nous parlais quelques micromètres. Quelques micromètres. Donc, on ne parle pas de tour Eiffel au Non. sens habituel du terme. Non, il n'y a pas d'ascenseur dedans, Non, c'est OK. juste une tour Eiffel. OK. Et donc, ce qu'on est capable de faire, en fait, c'est qu'on peut créer un réseau et ensuite, lorsqu'on crée notre nuage de rubidium et on crée notre réseau, il y a quelques atomes, disons 50 des points de nos puits, de notre réseau, vont capturer un atome de rubidium. Ce n'est pas parfait. On ne sait pas nécessairement quels puits vont capturer un atome de rubidium. Mais ensuite, on a une technologie qui est capable de prendre une autre pince optique, prendre un atome et de le déplacer au bon endroit. Donc, on est capable de reprendre chacun des atomes et de les replacer pour en faire exactement le réseau dont on veut former. Et donc, si on veut, par exemple, faire une tour Eiffel, on va créer un gros réseau qui va se remplir un peu aléatoire. Et ensuite, on va prendre les atomes et on va les replacer. Parce que vous pouvez les Pour voir remplir. à ce moment-là. Oui, exactement. Donc, c'est aléatoire, là, ils vont se trouver, mais une fois qu'ils sont à un endroit, On les mesure. vous savez où est-ce qu'ils sont. Ouais. De quelle manière, en fait? La mesure, en fait, c'est de la fluorescence. OK. Et c'est que les atomes émettent quelques photons de temps en temps par simple fluorescence, là, par réaction par rapport à leur environnement. Et avec une caméra très sensible, on peut percevoir ces photons-là et simplement mesurer avec une photo que les atomes sont bien aux endroits où est-ce qu'on veut qu'ils soient. Oui. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les choisir, les déplacer avec vos pinces optiques Ouais. dans le réseau que vous avez choisi. Ouais. Pour l'instant, de ce que je comprends, en 2D. Ouais, pour l'instant, majoritairement en 2D. OK. Ouais. Et là, ce réseau-là, 2D,
combien d'atomes vous êtes capable de mettre. Donc, j'imagine, je pourrais même dire combien de qubits vous êtes capable de mettre à l'intérieur de votre système. Je pense qu'en ce moment, dans les machines en engineering là, qui sont accessibles en ce moment, c'est autour de 100 atomes dans la machine au total. Mais il n'y a pas beaucoup de limites en termes de grandeur. C'est-à-dire que le puits, l'endroit qui est sous vide, nous permettrait de mettre jusqu'à 10 000, 15 000, 100 000 atomes dans le même système, sur le même plan du dimensionnel. Parce que 100 000 atomes de rubidium, c'est pas beaucoup. C'est pas là. beaucoup. Non, exactement. Le gaz de rubidium, le petit nuage, en possède énormément plus que ces petits 100-là qui sont placés. En fait, c'est une question plus de puissance laser pour créer 100 000 puits quantiques. Et là, ce nuage-là, est-ce qu'il est réutilisé d'une fois à l'autre quand vous réinitialisez la machine ou est-ce qu'il faut changer le nuage à chaque fois? Ça fait partie une autre des étapes que je trouve assez magique de l'ordinateur quantique de Pascal, c'est que à chaque procédé quantique qu'on fait, quand on prend l'image à la fin et on mesure notre ordinateur quantique, littéralement, ça détruit notre ordinateur quantique. Ça détruit le nuage de rubidium, ça détruit les pinces optiques, ça détruit l'entièreté de tout ça. Et donc, à chaque fois qu'on veut faire un autre calcul quantique, on doit recréer le réseau et, dans un certain sens, recréer et refaire un ordinateur quantique. Donc, chaque procédé est un nouvel ordinateur quantique. Donc, le nuage, le refroidissement par laser, les pinces qui vont amener dans le réseau. Et là, on arrive à cette question. Donc, une fois qu'on a notre réseau, vous savez qu'il y a des atomes à différents endroits parce que là, vous êtes capable de les photographier. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la partie du calcul quantique analogique. C'est-à-dire que ce qu'on fait après, c'est qu'on utilise un autre laser pour agir sur l'ensemble des atomes et induire des transitions entre l'état de base du rubidium, qui est l'état avec l'électron qui est bien placé dans son niveau d'énergie, et notre état excité, qui est, pour ceux qui connaissent un peu bien les systèmes quantiques, là, ça nous prend toujours un 0 et un 1. Bon, notre 0, c'est l'état de base du rubidium. Le 1, c'est un état de Rydberg, un état très excité, où l'électron est soudainement propulsé dans une orbite extrêmement grande, mais toujours attaché avec son noyau. OK, et là, tu viens de dire Rydberg, c'est un terme qu'on voit de temps en temps, donc on parle d'atomes de Rydberg. Si vous regardez dans le tableau périodique, il n'y a personne qui va voir Rydberg nulle part. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un atome de Rydberg si tu nous dis que vous utilisez du rubidium? Exactement. Un atome de Rydberg, je pense que c'est comme des termes interchangeables, comme les atomes neutres et les atomes froids et les ordinateurs comme ça. Donc, c'est, de ma compréhension, l'idée d'appeler ça un atome de Rydberg ou l'interaction de Rydberg, c'est que environ l'énergie entre le niveau fondamental et ce niveau excité-là, avec une grande orbite, c'est une énergie qui est le Rydberg. Donc, qui est une énergie fondamentale lorsqu'on étudie l'atome d'hydrogène. C'est quantique. Et là, j'ai déjà vu, il me semble à quelque part, que c'était autour de 70 en termes de niveau d'énergie. Oui, 60 ou 70. Donc, 60, on parle de 5 à 60, 70. C'est-à-dire que c'est un niveau très excité là, de cet atome-là, mais toujours pris en atome neutre. Donc, toujours en orbite. Rattaché à son noyau. C'est ça. Donc, évidemment, par les effets électriques, donc notre noyau qui est positif, notre électron qui reste attaché. Mais en même temps, pas très loin de le perdre. C'est ce que tu es en train de nous dire, parce qu'il est très, très loin. Donc, ça ne prendrait pas énormément plus d'énergie pour que l'électron décide de se pousser. Oui, exactement. Il faudrait pousser un peu plus d'énergie, puis là, soudainement, on a un ion. Soudainement, on a envoyé notre électron plus loin, puis on ne peut plus faire de calcul sur notre ordinateur quantique. OK, donc on le garde toujours rattaché dans cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre-là, mais notre atome est rendu très gros quand il est rendu dans son état excité. Pourquoi est-ce que c'est important dans le calcul quantique? En fait, ce phénomène-là, être capable d'exciter dans l'état de Rydberg, en fait, ça nous donne accès à la création d'intrications dans notre système. Si on met deux atomes proches l'un de l'autre et qu'on essaie d'exciter les deux atomes dans cet état de Rydberg-là, il va y avoir un problème. Parce que les deux atomes vont essayer d'avoir des immenses nuages électroniques l'un près de l'autre. Et ça va créer une immense répulsion entre les deux atomes. Et la réalité, c'est que l'état qui va être possible de créer, le seul état qui va être cohérent, qu'on va être capable de réaliser en essayant de pousser ces deux atomes-là dans ce régime-là, c'est un état qui est intriqué entre ce qu'on appelle 0,1 plus 1,0. Ça va être toujours intriqué entre les deux. Et donc, c'est vraiment essentiel, en fait, d'utiliser nos lasers pour
stimuler les atomes pour les amener dans l'état de Rydberg. Mais ensuite, c'est d'utiliser le fait que quand deux atomes sont proches, ça crée une intrication entre les deux, qui est fondamentale à tout procédé quantique. Et c'est en jouant avec ces deux procédés-là, en jouant avec l'excitation des atomes par un autre laser et la proximité des atomes, qu'on peut créer nos procédés quantiques. OK. Et là, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait du calcul analogue. Analogue, oui. Versus, j'imagine, le gate-based, souvent ce qu'on entend dans les informations quantiques, donc le digital, ou donc basé sur l'application de portes logiques quantiques. Ouais. Donc, ce que Pascal fait actuellement, c'est pas basé sur les portes logiques quantiques, c'est analogue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Absolument. Analogue, je pense, dans sa définition la plus simple, c'est que c'est un procédé continu. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer des portes, qui sont des objets discrets, des objets qui arrivent en... Bon, je fais une porte ici, je fais une porte là, je fais une porte là, je fais vraiment comme une partition avec mes portes l'une après l'autre. Nous, on va vraiment penser en termes de, écoute, je vais appliquer mes faisceaux laser et je vais changer leur valeur de façon continue pendant un certain temps, et à la fin, je vais mesurer. C'est-à-dire qu'on procède vraiment avec une déformation continue des niveaux quantiques et de l'information pour arriver à notre résultat à la fin. Donc, c'est un peu ça l'idée analogique. Maintenant, la partie pourquoi ça s'appelle analogue, c'est qu'à la fin, ce qu'on essaie de faire, c'est de représenter dans les interactions entre nos atomes un analogue à un problème qu'on veut résoudre. Donc, notre système quantique, l'interaction entre tous ces atomes-là, est analogique à l'interaction ou les relations entre certains objets qu'on voudrait représenter dans un problème spécifique. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est un peu comme fabriquer un modèle réduit d'avion dans une soufflerie versus bâtir un avion complet pour le mettre dans une soufflerie qui serait géante et là, voir qu'on a mal fait telle ou telle pièce et vouloir recommencer à rebâtir un avion complet plutôt que d'y aller juste avec un prototype modèle réduit. On sait qu'il va être imparfait, qu'il ne sera peut-être pas parfaitement possible de le mettre à l'échelle, mais au moins, on va être capable d'avoir testé plusieurs des éléments avec notre modèle réduit avant de dire, OK, on y va avec l'avion complet, puis là, évidemment, il y aura tous ces enjeux de mise à l'échelle. Est-ce que c'est ça dont on parle quand on parle de simulation de systèmes quantiques, mais d'une façon analogue? Je pense que oui, je pense que c'est une très bonne analogie. Il y en a un autre que j'ai vu récemment qui me vient l'idée, c'est que je pense que dans les années 60, ils voulaient voir si c'était bénéfique de créer un barrage dans la baie de San Francisco. Alors, qu'est-ce que les chercheurs ont fait? Ils ont créé une fausse baie de San Francisco dans un laboratoire et ils ont mis de l'eau, ils ont mis un barrage, ils l'ont regardé, ils ont fait « Ah non, c'est pas bon ». Puis, l'autre possibilité, ça aurait été de faire un modèle digital, un modèle sur un ordinateur avec des 0 et des 1, d'encoder toute l'information dans ce modèle-là et de la résoudre. Des fois, dans certains problèmes, trouver un modèle qui est juste peut-être une simplification, mais analogique à ton problème initial, c'est bénéfique. Donc, c'est un peu dans cette veine-là, oui, qu'on opère. Et là, tu nous disais, ce qui m'intéressait, donc de partir de mes études plutôt côté matériaux, d'aller vers les systèmes analogues de Pascal, c'est justement que je suis capable de prendre les systèmes quantiques que j'étudiais et là, d'avoir un outil supplémentaire pour aller simuler ces systèmes quantiques-là. Est-ce que tu peux, en des termes simples, nous expliquer de quoi tu parles? C'est une des parties, en fait. Il y a une des choses qui est supplémentaire à tout ça, qui est en fait la majorité de mon travail, c'est que je travaille principalement sur les problèmes d'optimisation. Donc, la partie système quantique, système de spin quantique, simulation de ces systèmes-là, c'est fondamental à la compréhension des systèmes d'atomes neutres. C'est-à-dire qu'à la fin, pour bien comprendre la performance de ces systèmes-là, il faut aller chercher les connaissances dans les systèmes de spin, comme j'ai fait dans le passé. Puis, est-ce qu'on pourrait les modéliser aussi? Est-ce qu'on pourrait les modéliser dans cette direction-là? C'est ce qui est bien, c'est que c'est un beau domaine où il y a beaucoup de va-et-vient entre la simulation classique, la simulation quantique, les solutions même exactes, et ça nous permet de vraiment bien caractériser la performance de l'ordinateur quantique. Donc, ça, c'est un beau domaine par lui-même. Mais principalement, moi, ce que je travaille, c'est sur les problèmes d'optimisation. Principalement les problèmes d'optimisation discrète, comme te donner un exemple, les problèmes de logistique, les problèmes de voyageurs, les problèmes de ressources, tous les problèmes qui peuvent être décrits par quelque chose de binaire, un oui ou non, un 0 ou un 1, et une relation entre ces éléments-là. Et donc, ça, c'est un immense monde qui est très relié avec la recherche opérationnelle
dans le domaine des mathématiques ou dans le domaine de l'informatique. Puis, une grande partie de mon rôle en ce moment, c'est d'explorer quels problèmes dans les recherches opérationnelles on peut résoudre avec l'ordinateur de Pascal. Et ça requiert de comprendre, en fait, dans ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut extraire qui est un beau sous-problème, qui est en fait un problème de spin, qu'on peut résoudre avec notre machine. Donc, la question que tu poses, c'est comment on peut trouver un bon problème qui va être capable d'être transféré sous la forme de notre système quantique et donc, justement, les propriétés de notre simulateur vont être capables de répondre à représenter ou à faire une mimique, dans le fond, du problème d'optimisation. Donc, on n'est pas en train de modéliser des matériaux. C'est ça. Puis, ça revient un peu à ce que tu me demandais au début, à pourquoi opérer ce changement-là entre les domaines. C'est qu'à la fin, j'étais beaucoup motivé par aller travailler sur quelque chose de concret, sur des réalités concrètes, sur des problèmes d'optimisation concrets. Et donc, d'être capable de pouvoir bien coller mes capacités en quantique et en système quantique et en système de spin avec des problèmes concrets de livraison, d'optimisation, je trouve ça très intéressant. C'est là que la belle activité entre les deux là, vient arriver. Et une fois que tu as mis ton problème dans l'ordinateur quantique, tantôt tu nous disais, bon, on va arriver au bout, on va avoir pris une mesure. Ouais. Donc, cette mesure-là, comment est-ce qu'elle s'opère? C'est la fluorescence dont j'ai parlé. OK. Donc, c'est-à-dire que notre procédé quantique s'opère à environ 4 à 6 microsecondes. OK. Mais l'entièreté des autres procédures dont je t'ai décrit, les trappes, le nuage, toutes ces choses-là, et la mesure, prend beaucoup plus de temps. Ce qui fait qu'à la fin, on fait à peu près une mesure à la seconde, environ. Et cette mesure-là, à la fin, c'est on arrête le procédé quantique, on réinitialise nos pièges et on mesure quels atomes sont encore dans les pièges ou pas. Mm-hmm. Parce que la réalité, c'est que quand un atome va être dans l'état de Rydberg, il va être expulsé des pièges. Et donc, quand on réactive nos pièges, on prend une photo, puis on observe, ah, OK, on a un 0, 0, 0. Ah, non, ici, il en manque un. Donc, ça veut dire que c'était un 1. Et donc, on prend une mesure. Donc, ce que tu nous dis, c'est que pour mesurer, littéralement, vous voyez le système. Est-ce qu'il y a eu une émission de lumière, c'est 0? S'il y a une absence de lumière, c'est un 1. Exactement. Donc, vous êtes capable de mesurer de façon très précise le système qui est là. Est-ce qu'il y a des erreurs sur cette mesure-là ou est-ce que c'est relativement fiable comme technique de mesure elle-même? C'est très fiable, dépendant du temps de ton calcul. C'est-à-dire que plus le calcul est long, plus il y a des chances que même un atome, dans son état de base, s'est échappé de tes pièges. Et tu mesures une absence d'atome, puis c'était pas vraiment parce que... En pensant que c'était un 1. Donc c'est ça. Okay. Donc, il y a quelques erreurs qui peuvent arriver selon ça. C'est pour ça, en fait, que les procédés sont toujours assez courts dans le mode analogique. Ouais. OK. Et donc là, si vous voulez faire 1000 mesures, on dit que ça prend 1000 secondes. Exactement. Évidemment, on y va avec des chiffrons ici. Si jamais, une fois que tu as fait ton calcul, tu as fait tes 1000 envois, puis tu as un résultat, tu dois modifier ton système parce que tu te dis, bien, c'est un simulateur. Donc, ma simulation est peut-être pas bonne pour telle ou telle raison. Je veux modifier mon système. Ouais. Est-ce que tu recommences à zéro ou à quel point tu recules en arrière pour recommencer le travail de simulation? Comme par exemple, chaque simulation va être une série de ces faisceaux laser avec une certaine amplitude, une certaine fréquence. Puis, itération par itération, on peut changer ces fréquences-là. Donc, on pourrait faire là, une mesure, un calcul, ensuite différent, un autre calcul, différent, un autre calcul. Ça ne nous sert pas beaucoup, ce n'est pas très efficace parce qu'en général, si on a un grand nombre de qubits, une mesure, ce n'est pas assez pour vraiment avoir une bonne idée de ce qui se passe dans notre système quantique, à moins qu'on ait une fidélité extrêmement bonne puis que, bon, on est sûr qu'on a obtenu la bonne réponse. La réalité, c'est que souvent, on va faire très peu de mesures. Comparé à d'autres systèmes, on fait très peu de mesures parce que ça prend une seconde. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça. Oui. Et donc, au préalable, on va souvent faire beaucoup d'optimisation de ces faisceaux laser, de tous les paramètres de ces faisceaux laser-là. On va optimiser le registre de ces atomes-là. On va optimiser l'endroit où ils vont être placés pour être le plus fidèle possible au problème d'optimisation qu'on veut résoudre ou à la simulation quantique qu'on veut résoudre. Puis ensuite, ça va nous permettre de faire peut-être 100 mesures ou 1000 mesures et d'avoir un bon résultat à la fin.
Et là, toi, concrètement, quand tu programmes ton simulateur, est-ce que tu programmes au niveau, justement, tu nous disais, des impulsions, des fréquences et tout, ou est-ce que vous avez des niveaux d'abstraction? Oui, quand même plusieurs niveaux d'abstraction. Programmation, oui, OK. Là, tout ça est transféré, en guillemets, automatiquement par les différents niveaux vers la manipulation physique du système. Exactement. En fait, moi, j'utilise en fait le code libre accès de Pascal qui s'appelle Pulsar, qui est un code Python. Donc, tu programmes en Python, donc c'est un langage très connu. Exactement, ce qui est très bien parce que la majorité des trucs en ordinateur, en algorithme quantique puis en informatique quantique se font en Python. Beaucoup de nous ont beaucoup de compétences en Python, et donc c'est très bien de pouvoir opérer comme ça. Ce programme-là permet de bien définir, disons, la position des atomes et les paramètres de ce faisceau laser-là, qui sont vraiment les deux trucs clés d'un procédé quantique analogique. Une fois que j'ai bien déterminé ça, je peux envoyer ça à la machine elle-même. Et là, ça va se faire transcrire, comme tu dis, en une série de niveaux plus concrets, là, de modulateurs et d'impulsions qui vont s'envoyer sur la machine elle-même. Et est-ce qu'à terme, les systèmes quantiques de Pascal pourraient devenir des ordinateurs quantiques, justement gate-based ou digitaux, ou est-ce que c'est un système qui va rester analogue, en guillemets, pour toujours? C'est une très bonne question. En fait, oui, il y a une belle voie bien tracée pour faire des procédés digitales avec les atomes neutres. L'effet de Rydberg, l'effet de blocage, là, le blocage de Rydberg, permet de faire des très bonnes portes qui, dans les récentes années, ont montré une fidélité qui est très bonne comparée à d'autres portes. Donc, toujours nos portes logiques quantiques qu'on veut appliquer sur nos qubits. Il y a une belle voie vers le digital. C'est juste qu'à Pascal, on croit qu'en fait que les procédés analogiques, et principalement les applications qui peuvent en sortir, donc les problèmes d'optimisation, ces choses-là, sont en fait une voie avec plus de bénéfices à court terme. Une des raisons pour ça, c'est que les procédés analogiques sont beaucoup moins sensibles au bruit quantique, qui est une plaie sur tous les systèmes quantiques, que nous essaie tous de résoudre. Alors, pour l'instant, le bruit est partout, et donc les systèmes analogiques, en fait, sont plus résilients à ce bruit-là. Et sont particulièrement bien formulés pour les problèmes d'optimisation. Donc, tu vois un peu la logique de tout ça, c'est qu'on se dirige vraiment pour essayer de développer, OK, mais quel bon problème d'optimisation peut-on résoudre maintenant avec les ordinateurs qu'on a? Puis pour finir sur le digital, c'est que, oui, à long terme, Pascal va éventuellement s'en aller vers le digital, vers la correction d'erreurs à long terme, mais on ne pense pas que maintenant, dans notre architecture, le digital, c'est la bonne voie à prendre. Bien, écoute, c'est exactement ma prochaine question. Tu as parlé de correction d'erreurs. Ouais. On sait que pour le digital, donc, où il y a du bruit et il y a énormément d'enjeux, donc il y a de plein de manières, il va y avoir du bruit qui va être généré. On sait qu'on va avoir besoin d'appliquer de la correction d'erreurs. Est-ce qu'on peut appliquer de la correction d'erreurs sur des systèmes analogues? Ou est-ce qu'il faut, ou est-ce que ce n'est pas une question qui se pose? Non, c'est une excellente question. Puis en fait, c'est un sujet de recherche que peu ont étudié, qui a été brièvement par quelques chercheurs étudié, la correction d'erreurs en système analogue, mais je te dirais nécessite beaucoup plus de recherche. Est-ce que c'est possible de corriger les erreurs? Ce qui est beaucoup plus exploré en ce moment, c'est la mitigation d'erreurs, c'est-à-dire des choses comme faire une extrapolation du niveau de bruit jusqu'à un niveau où il n'y aurait pas de bruit. Ça a été exploré en ce moment sur les ordinateurs quantiques analogiques. Ça montre quand même un beau résultat, ça améliore les résultats. Ça, c'est des avenues qui sont quand même possibles, mais la correction d'erreurs analogiques, je pense que c'est... Bien, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. On a quand même des bons résultats avec les ordinateurs comme ils sont en ce moment. Mais je pense que vous allez voir dans les prochaines années quand même plus de recherches qui se font à ce niveau-là, à essayer de réaliser quand même une certaine correction d'erreurs avec un procédé analogique. OK. Tu nous as parlé de simuler des systèmes qui sont quantiques. Tu nous as parlé de simuler des problèmes d'optimisation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de problèmes qui peuvent être approchés avec un ordinateur quantique de Pascal? Ou ma question pourrait aussi être, dans le fond, à partir de quel moment je peux me dire, hey, là, j'ai un problème qui, oui, pourrait bénéficier de cette technologie-là? Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans les dernières années sur l'apprentissage machine par graphe. Et ça a été très intéressant. En fait, c'est la réalisation que quand on réalise notre système, là, avec tous nos atomes sur le plan 2D, puis on en place un peu partout, bien, l'interaction de Rydberg, le blocage de Rydberg, crée en fait une connexion entre certains atomes qui sont proches l'un de l'autre, ce qui crée un graphe.
Donc, un graphe, c'est une structure avec des nœuds et des arêtes. Puis, les arêtes, en fait, sont les connexions quand les atomes sont assez proches l'un de l'autre. Ben, ce que les chercheurs, en fait, de chez Pascal ont réussi à démontrer récemment, c'est qu'on peut créer, en fait, plusieurs graphes assez complexes sur notre machine et on peut, en utilisant une série de faisceaux paramétrisés laser sur ces graphes-là, on peut ensuite les mesurer puis utiliser ça comme une façon de bien distinguer les graphes. Donc, on peut faire de l'apprentissage machine quantique sur les graphes. OK. Et ça a montré qu'en fait, une belle performance comparée aux autres, je ne sais pas c'est quoi exactement le mot en français, mais kernel, des noyaux de différenciation. C'est une belle performance comparée aux autres noyaux de différenciation classiques. Donc, je pense qu'il y a quand même une belle avenir là-dedans à explorer quand même la structure des graphes, mais utilisant les processus quantiques. OK. Donc, avec un certain niveau d'apprentissage automatique, donc incorporé, mais apprentissage automatique quantique de systèmes analogues. Exact, Okay. exact. Ben, c'est qu'en fait, ici, au lieu de faire, quand on fait la paramétrisation quantique dans les digitales, on fait souvent une série de portes avec différents angles qui vont avoir à être changés. En procédé analogique, on va envoyer un faisceau laser avec une amplitude et une fréquence spécifiques, puis on en envoie un autre avec une autre fréquence et amplitude, puis on va optimiser ces amplitudes et fréquences-là pour s'assurer qu'à la fin, le résultat permette de faire ce qu'on veut, permette d'optimiser le résultat ou de faire la différenciation entre les graphes. OK, excellent. Dis-moi, évidemment, vous êtes une entreprise chez Pascal et j'imagine que votre intérêt, c'est aussi de travailler avec d'autres entreprises qui auraient le goût d'utiliser ces systèmes-là. Exact. À quel type d'entreprise est-ce que vous parlez en termes de, justement, intéresser les entreprises à dire, ben oui, moi, le problème que j'ai de graphe ou autre que tu as nommé pourrait être un bon problème, puis ben, j'ai le goût d'essayer cette approche-là qui est l'analogue quantique. Je pense que, principalement, à ma connaissance, c'est beaucoup de compagnies qui ont des problèmes d'optimisation. Donc, c'est beaucoup de compagnies qui veulent explorer, en fait, comment on pourrait, disons, optimiser leur calendrier de livraison, optimiser leurs ressources internes dans l'entrepôt, optimiser leur flotte d'avions. Je pense qu'un Boeing, non, peut-être pas Boeing, une compagnie d'aviation est probablement un client. Et donc, lorsque ces compagnies-là ont des gros problèmes d'optimisation, ils veulent voir, ben, en ce moment, quelle taille de problème vous pouvez résoudre avec votre ordinateur et à long terme, quelles ressources vont être nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes réels que ces compagnies ont. Parce que les problèmes de ces compagnies-là sont très gros. Sont très gros, oui, parce qu'un problème d'optimisation pour les avions, ça serait d'être capable d'optimiser l'utilisation de la flotte, donc qui va d'un aéroport. Chaque avion va à un aéroport différent à chaque fois, Exact. puis d'optimiser ça. Évidemment, il y a des problèmes qui peuvent arriver, des retards, des délais, des annulations. Donc, comment optimiser en temps réel l'utilisation d'une flotte d'avions partout dans le monde? Donc, pour une grande compagnie d'aviation, ça serait ça l'enjeu. Est-ce que... si vous avez 100 qubits pour l'instant, parce qu'on disait qu'il y a à peu près 100 atomes, est-ce que ça représente un problème avec 100 avions ou est-ce que dans un cas comme celui-là, ce n'est pas un avion par qubit? Dans ce cas-là, ce ne sera probablement pas un atome par avion ou un atome par aéroport ou quelque chose comme ça. Il y a certains problèmes, comme un problème très récent qui a été résolu avec une belle performance, c'est le problème des fréquences 5G à Paris. C'est-à-dire que les problèmes ici, c'est comment j'assigne une fréquence à chaque antenne, de telle façon à ce que deux antennes proches l'une de l'autre n'ont pas la même fréquence. S'ils ont la même fréquence, il y a de l'interférence. Par contre, assigner des nouvelles fréquences, ça coûte cher. Ça coûte des millions d'euros à chaque fréquence. Donc, on ne va pas dire, il y a 70 antennes à Paris, il y a 70 fréquences. Donc, l'idée ici, c'est d'optimiser le problème et de trouver quel est le nombre minimal de fréquences et quelle fréquence je devrais mettre où. Pour pas qu'il y ait d'interférence. Pas qu'il y ait d'interférence et qu'il y ait une couverture maximale du réseau. Donc ça, c'est un beau problème. C'est un problème dans lequel 70 antennes correspondent à 70 qubits. OK. Et donc là, on a réussi à montrer en fait que on arrive à une bonne solution en 3,7 heures qui utilise 23 fréquences. Alors que le système classique qui roulait pour essayer de faire la même chose, il a dû être arrêté après 4 jours parce qu'il n'arrêtait pas il n'y avait plus de mémoire. Puis il est arrivé à 47 fréquences. Donc, on a beaucoup diminué le nombre de fréquences parce qu'on a trouvé en fait une solution beaucoup plus optimale. Peut-être pas la solution optimale, mais une meilleure solution. Une meilleure solution. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier ou est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits pour trouver des méthodes
classique pour mesurer, vous faites valider en fait une réponse quantique qui est apparue, ou est-ce que justement, si on a un avantage quantique, par définition, on n'est pas capable de dire classiquement que c'est la meilleure solution? Bien, exactement. En fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer des branches de problèmes qu'on peut facilement savoir c'est quoi la solution, mais on sait que la solution va être difficile à obtenir. Ça s'appelle des solutions plantées. Alors, ça, on peut faire beaucoup de travail à essayer de développer des gros problèmes dont on connaît la solution, mais on sait qu'elle est difficile à obtenir, puis faire le test entre le classique et le quantique. Ça, c'est un très bon test souvent pour voir si le quantique réellement arrive à un avantage comparé au classique. Mais en général, on ne connaît pas c'est quoi la solution optimale. Donc, si on parle d'un problème industriel, un client qui vient avec son problème, il ne sait pas c'est quoi la solution optimale. Non, parce que sinon, ça ne serait pas un problème. Exactement. Ça serait une solution. Et personne d'autre le sait. Et donc, souvent, en fait, le nom du jeu, c'est beaucoup plus, est-ce que mon système ou mon approche quantique est capable d'obtenir une meilleure solution que les compétiteurs en peut-être moins de temps ou autant de temps? Si à la fin, je suis capable de te montrer une solution qui est 20 meilleure, même si elle a pris autant de temps, même si elle a pris autant de temps, elle est quand même 20 meilleure. Elle est quand même 20 meilleure. Et donc, il y a plusieurs endroits où, ici, je ne vais pas parler nécessairement d'aller vers l'avantage quantique spécifiquement, mais plutôt vers un avantage industriel quantique. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a certains problèmes qu'on peut bien résoudre et qu'on ait soit moins de temps, meilleure solution, ou même le troisième point qui est intéressant, c'est une moins grande consommation d'énergie pour y arriver à cette solution-là. Parce qu'en fait, l'ordinateur quantique de Pascal consomme très peu d'énergie, d'électricité, pour opérer. L'équivalent à peu près de 4 sécheurs à cheveux. OK. 4 séchoirs à cheveux. Donc, ce n'est pas beaucoup d'énergie comparé à un centre de calcul de calculateur haute performance. C'est ça, oui, exactement. OK. Puis, donc là, Pascal, tu en as parlé tantôt. Ouais. Vous êtes rendu avec une présence à Sherbrooke depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Toi, tu es arrivé il y a quelques mois. Ouais. Qu'est-ce que c'est les ambitions de Pascal à Sherbrooke? Je vais me dire pourquoi Sherbrooke. Donc, qu'est-ce qui se passe là, qui fait que Pascal dit OK, ouais, j'installe des gens, mais aussi de l'équipement bientôt ici à Sherbrooke? En fait, je pense que l'idée d'aller à Sherbrooke, c'est de pouvoir profiter du fait qu'il y a tellement une belle concentration de talents en quantique et de programmes en quantique à l'Université de Sherbrooke et dans la zone d'innovation de Sherbrooke pour pouvoir vraiment s'intégrer et collaborer avec ces autres personnes-là et aussi profiter d'une main-d'œuvre bien formée qui peut ensuite travailler avec les ordinateurs quantiques qu'on va éventuellement produire. Puis là, est-ce qu'on parle hardware ou software ici? Je pense que les deux. OK. À Sherbrooke elle-même, en ce moment, l'effort est principalement sur le hardware. Donc, l'effort de Pascal à Sherbrooke, c'est de développer en fait le laboratoire à l'espace quantique 1, qui va ouvrir la semaine prochaine, et de faire la manufacture de leur génération 1 de leur machine quantique pour ensuite vendre à des clients. Donc, fabriquer des machines quantiques ici, à Sherbrooke, qui vont ensuite de ça être réexpédiées ailleurs en Amérique du Nord? Je pense, ou vendues à des partenaires en info nuagique pour être opérés à partir ici de Sherbrooke. Je ne suis pas exactement sûr sur la modalité des ventes de l'ordinateur quantique, mais je pense que c'est ça généralement l'idée. OK, mais il va y avoir de la fabrication d'ordinateurs quantiques. Oui, exactement. Ici. Donc, ce n'est pas nécessairement la recherche et développement du prototype 2 d'ordinateur quantique qui va se faire à Sherbrooke, pas en ce moment. En ce moment, ce qui se fait, c'est on a une bonne génération 1 qui a été développée à Paris. Maintenant, on la fait, et on la fait bien. Donc, c'est-à-dire que chaque procédé, il y a probablement 10 à 20 procédés internes pour faire ces machines-là. Bien, toutes les étapes desquelles tu nous parlais tantôt. Puis, les lasers doivent être bien alignés. L'électronique doit être sans bruit. Tout doit être bien fait. Donc, c'est d'avoir une équipe de spécialistes qui permet de bien faire ces machines-là, s'assurer qu'elles ont un bon fonctionnement pour ensuite les livrer aux clients. Ça, c'est beaucoup l'effort qui est en ce moment à Sherbrooke. Par contre, une autre partie de cet effort-là, c'est l'implantation de Pascal aussi au milieu académique. C'est là que moi, j'opère principalement. C'est-à-dire, dans ce niveau-là, c'est beaucoup d'explorer les cas d'usage, explorer les problèmes d'optimisation, explorer les collaborations académiques, principalement au niveau de la recherche algorithmique, de la recherche au software ou en application, et que ça se passe en collaboration fréquente avec la compagnie et l'académique. Donc, c'est pour ça un peu que je suis à l'Université de Sherbrooke, pour essayer de développer ces liens-là, développer ces nouvelles compétences-là, développer ces nouveaux groupes-là pour que
on développe des nouvelles avenues pour utiliser l'ordinateur quantique tel qu'il est en ce moment, mais aussi tel qu'il va être dans 4 ans. Donc, un horizon 4 ans, est-ce que tu sors ça au Ben, hasard ou est-ce que au hasard, OK. Au hasard, dépendant de ma demande de bourse que je fais en ce moment. Oui, OK. C'est parfait. Non, mais ça aurait pu être un plan de match défini 4 ans, c'est pour ça que je pose la question. Je ne connais pas vraiment les plans de match à long terme, mais c'est beaucoup plus en termes de... il y a toujours une recherche qui se fait sur les prochains prototypes, sur les prochaines générations. Donc, l'avantage, c'est que les groupes qui sont installés à Sherbrooke et potentiellement d'autres universités ont une discussion avec Pascal, sont à l'affût de qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le développement du prototype, le développement de la prochaine génération, pour que les algorithmes soient développés en ce sens-là. Parce que la technologie change très vite. Alors, ce qui va arriver dans quelques années, dans quelques mois, si on est un peu à l'affût, à l'avance, on peut créer des algorithmes qui vont être déjà performants sur ces nouvelles machines-là. Excellent. J'aurais le goût d'ouvrir les questions à la salle ici ou encore en direct, oui, sur notre session Zoom. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Plus tôt, durant la présentation, tu nous as dit que la mesure, finalement, détruit la configuration des atomes à tous les fois. Est-ce que, j'imagine que c'est un sujet de recherche de trouver une façon de mesurer sans détruire la configuration d'atomes? Ça pourrait augmenter énormément la fréquence d'expérience? Oui, il y a quelques travaux académiques dans certains groupes. Je pense principalement au groupe de Hannes Bernian à Chicago, qui ont démontré la capacité de faire l'équivalent de mid-circuit measurement là, en digital pour les procédés analogues atomes neutres. Donc, évidemment, ce genre d'approche-là, très intéressant. Puis, évidemment, il y a beaucoup de recherches qui se font à essayer de ne pas détruire le système à chaque fois qu'on prend une mesure. Définitivement, c'est dans les plans. Bonjour. J'aimerais revenir au problème de graphes dont vous avez parlé un peu plus tôt. Si j'ai bien compris, pour les problèmes de graphes, la connectivité du graphique est représentée par les atomes, dans le fond, leur proximité dans le système. Il me semble que la complexité des graphes que vous pouvez représenter est limitée par un problème de sphere packing, dans le fond. Ouais. Fait que là, vous êtes en 2 dimensions. J'imagine, éventuellement, vous êtes à 3 dimensions. Mais vous ne pourrez pas monter plus haut que 3, malheureusement. Donc, est-ce que vous avez des pistes de solutions, dans le fond, pour comment augmenter la complexité des graphes que vous pouvez représenter avec votre système sans aller plus haut que 3 dimensions? C'est une excellente question. Puis ça revient aussi au problème d'optimisation où il faut que je crée des relations, disons, entre chacune des variables. Mais je ne peux pas créer une relation entre toutes les variables et toutes les variables. Ça serait impossible dans une architecture qui est spatiale. C'est un peu la difficulté pour toutes les architectures d'ordinateurs quantiques, je pense, on n'est pas capable d'avoir un tout-à-tout connexion. Il y a des pistes de solutions. Il y a, par exemple, récemment, je pense que Pascal a publié un article sur être capable de réaliser n'importe quel graphe qui sont de degré 6 ou maximum 6. C'est-à-dire que, OK, ce n'est pas tous les graphes denses, mais c'est quand même plus de graphes que ce qu'on pourrait réaliser normalement. Et donc, il y a constamment une recherche qui se fait au point de vue des graphes, au point de vue vraiment de la mathématique, pour essayer de comprendre comment on pourrait réaliser des systèmes dans notre ordinateur quantique qui sont effectivement, ou de façon effective, des graphes plus complexes. Donc, il y a beaucoup de travail en ce sens-là. Est-ce que tu es en train de nous dire que vous pourriez travailler sur des problèmes d'optimisation des graphes qui utiliseraient elle-même cette machine-là? Ouais. Donc, il y a une mise en abîme ici d'un problème à l'autre. Ça, c'est la grande difficulté avec les problèmes NP difficiles qu'on essaie de faire en optimisation. C'est que souvent, on prend un problème très difficile, on va le reformuler pour ensuite se retomber sur un autre problème NP difficile à optimiser. Donc, c'est là qu'il faut toujours être un peu à l'affût de qu'est-ce qu'on a fait et est-ce qu'on a juste poussé le problème à une autre séquence d'optimisation. Des fois, quand on est assez intelligent, on est capable de s'affranchir de cette deuxième étape-là.
D'autres questions? Sinon, est-ce qu'en ligne? Non, pas de questions en ligne. Excellent. Sinon, dis-moi, Victor, qu'est-ce qui se passe dans les 6 prochains mois ou dans les 2 prochaines années? Choisis l'échelle de temps que tu veux, avec Pascal, avec votre technologie et là où vous vous en allez. Puis là, tu peux répondre hardware, software, entreprise, toutes les réponses sont permises. Je pense que je vais parler principalement en termes de mon rôle à l'Université de Sherbrooke. Donc, ce qui se passe dans les 2 prochaines années, c'est qu'on va beaucoup augmenter nos efforts de créer des projets entre Pascal et l'Université de Sherbrooke dans plusieurs différents groupes de recherche, que ce soit pour l'optimisation, les équations différentielles, j'en ai même pas parlé, mais on a des idées pour résoudre des équations différentielles sur l'apprentissage machine, sur la simulation quantique, je ne sais pas si j'ai dit ça. Toutes ces différentes avenues-là, avec différents groupes de chercheurs à l'Université de Sherbrooke et ailleurs. Donc, au point de vue, dans les 2 prochaines années, je pense qu'on va avoir beaucoup de projets qui vont s'initialiser et commencer à obtenir des résultats entre Pascal, qui va amener son hardware, et les groupes de recherche qui vont pouvoir développer des nouveaux algorithmes, des nouvelles applications, des nouveaux use cases pour qu'on puisse faire quand même démontrer que cette technologie-là est utile. Au point de vue de la compagnie, je pense que d'ici les deux prochaines années, il va y avoir beaucoup d'effervescence au point de vue de l'espace quantique 1, de livrer ces machines-là, de livrer des machines aux clients, de voir ces machines-là opérer à un beau niveau avec très peu de downtime. On va voir ça dans les quelques prochaines années, qui est un gros défi d'ingénierie, davantage que d'un défi de physique ou de sciences fondamentales. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment une discussion fascinante sur les atomes froids ou neutres. Ou les deux. Ou les deux. Et donc, Victor Drouin-Touchette, merci beaucoup pour cette discussion. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. Merci, Ghislain. La rencontre quantique d'aujourd'hui a été orchestrée par Tom Mala, donc pour la mise en place et la technique que vous entendez actuellement. Aussi, si vous êtes intéressé par les nouvelles de Curieux Quantique, évidemment, il y a l'infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner, donc disponible directement sur la page web de Curieux Quantique ou actuellement dans l'espace discussion de la rencontre Zoom. Là-dessus, merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Merci.